on a compris que les microbiomes humains, c'est important pour notre santé, mais si on veut vraiment utiliser ces concepts pour trouver des solutions, il faut comprendre que ce qui se passe dans le microbiome humain dépend largement des microbiomes des sols. Alors pourquoi ? AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver et nous allons changer de vision pour une vision intégrée ce matin avec mon invité qui s'appelle Christian Bréchot, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour cette invitation. Vous êtes le bienvenu, médecin, enseignant, scientifique et chercheur, hépatologue. Vous êtes vice-président aujourd'hui du Global Virus Network, un réseau de 80 centres de recherche en virologie dans le monde. Vous enseignez aujourd'hui. Vous avez enlevé votre manteau, mais tout à l'heure, vous aviez froid en Floride du Sud, et vous arrivez parce que vous sortez de l'avion, en fait. Exactement. Ça ne s'invente pas. Vous avez dirigé l'INSERM, enfin, vous avez fait plein de choses dans votre vie, et vous êtes là pour nous parler de votre nouveau livre qui s'appelle « La révolution des microbiomes, médecine des hommes, médecine des sols », chez Odile Jacob. Vous auriez pu même ajouter « médecine des océans ». Oui, exact, absolument. Dans le futur, ce sera ça. Pourquoi ne faut-il jamais gaspiller une bonne crise, comme le disait Churchill ? Je pense que on a plusieurs belles occasions avec ce qu'on va discuter, effectivement, d'exploiter des crises. On a une crise actuellement qui est celle, disons, liée de façon grossière aux perturbations de l'environnement, aux conséquences d'une agriculture moderne, à tout ce que les changements climatiques impliquent. Donc on a des grosses difficultés. Mais ce que le livre veut dire, c'est qu'on a des solutions. Et ces solutions, on n'a pas besoin d'aller les chercher très très loin, parce que tout simplement, elles reposent sur des bactéries et sur des populations énormes de bactéries, des milliards de bactéries qu'on a tous dans différents tissus. On a ça dans l'intestin, on a ça dans la peau, on a ça dans différents tissus. Mais, et c'est ça qui est intéressant, ces populations sont présentes dans les sols, dans les océans. Et ce qu'on va discuter, c'est comment, en les analysant de façon intégrée, au lieu de les analyser de façon séparée, comme ça se fait encore trop, on peut trouver des solutions à ces crises majeures qu'on vit actuellement. Alors pourquoi c'est important de comprendre qu'on vit dans un monde intégré ? Parce que, si vous voulez, au cours des dernières années, on a quand même maintenant mieux compris, on perçoit mieux que nous avons tous des tas de bactéries dans le tube digestif, oui, et que c'est important pour notre santé, que en fait dans le microbiome du tube digestif, c'est important. Ça, là, attends, on n'a pas introduit la différence là. Oui, alors ça c'est une différence. Il faut surtout pas d'ailleurs qu'elle nous gêne. L'idée c'est que le microbiote, c'est la description stricte, unique des bactéries. Le microbiome, ça décrit des bactéries dans leur environnement. Oui. Dans un intestin, les bactéries, elles se retrouvent mélangées à des tas de cellules de l'intestin, à des tas de choses, et on parle du microbiome. Certains préféraient parler du microbiote, nous du microbiome. Mais vous ne l'utilisez pas dans votre livre. Par exemple, microbiote, vous ne l'utilisez pas. Voilà, non, absolument. C'est un parti pris parce que je trouve plus logique, personnellement, de décrire ces bactéries dans leur environnement. Mais il ne faut pas que ça nous gêne, c'est la même chose. Moi, je croyais que dans le microbiome, on ajoutait une dimension génétique. Alors, non, oui, non. Dans le microbiote introduit déjà une dimension génétique. Mmh. C'est la génétique des bactéries. Non, je pense que microbiome, globalement, ça revient au même pour notre conversation. Ce qu'on discute aujourd'hui, et c'est votre question qui est effectivement logique, c'est pourquoi c'est important de les voir intégrés, de les analyser de façon intégrée. Parce que, encore une fois, on a compris progressivement que les microbiomes humains, c'est important pour notre santé, mais si on veut vraiment utiliser ces concepts pour trouver des solutions, on va venir aux solutions, eh bien, il faut comprendre que il n'y a pas que le microbiome humain.
les sols renferment des milliards et des milliards de bactéries. 1 gramme de terre renferme, mais au minimum, plusieurs milliards de bactéries. Dans les océans, vous avez des milliards et des milliards de bactéries. D'accord. Même si vous expliquez que pour l'instant, les océans sont moins étudiés que le reste. Exactement. Donc là, le champ de recherche est encore plus large. Absolument, et vraiment passionnant. Mais le point après, parce qu'on peut se dire, bon, d'accord, mais quelle est la relation ? La relation, c'est que ce qui se passe dans le microbiome humain dépend largement des microbiomes des sols. Alors, pourquoi ? Quand, par exemple, vous avez l'agriculture dite moderne. On y reviendra parce que nous, on n'est pas du tout dans ce livre dans une vision punitive de l'agriculture moderne. C'est pas le sujet. On en a eu besoin, on a été bien content de l'avoir. Mais maintenant, on arrive à un moment d'un plateau où non seulement elle introduit des effets délétères, mais sa rentabilité diminue. Donc, quand on comprend les effets d'agriculture moderne sur les microbiomes du sol, on comprend qu'en fait, en perturbant ces bactéries, on perturbe les plantes, on perturbe les arbres, donc on perturbe la nourriture. Et quand on perturbe la nourriture, comme c'est cette nourriture qu'on absorbe, eh bien on perturbe les microbiomes humains qu'on a dans les intestins et on perturbe notre santé. Mais en plus de ça, on s'aperçoit maintenant que quand vous analysez les bactéries qui sont présentes dans notre intestin, eh bien certaines d'entre elles viennent directement des bactéries qu'on trouve dans le sol. Donc ce que je cherche simplement à expliquer, c'est que pour comprendre comment on peut utiliser ces bactéries, parce que c'est ça qui est intéressant, pour trouver des solutions, pour remédier aux problèmes de l'environnement, pour remédier aux problèmes de santé, eh bien il faut les analyser ensemble, et c'est ce qu'on dit de façon intégrée. Il faut même peut-être commencer par les sols. Alors, oui. Si ce qu'on mange vient du sol. Absolument. Ou en tout cas, le faire en parallèle. Oui. Et alors, ça commence à se faire, mais jusqu'à récemment, et bien encore maintenant, vous avez des chercheurs remarquables qui vont travailler sur le sol. Vous avez des chercheurs remarquables qui vont travailler sur le microbiome humain. Vous avez des chercheurs remarquables qui vont travailler sur les microbiomes des océans. Mais la communication entre eux n'est pas très forte. Pas par mauvaise volonté. C'est tout le problème des programmes interdisciplinaires, mais parce qu'il faut créer des incitations, des contacts. Et c'est ça d'ailleurs. Ce livre, il est né... on l'a écrit, je crois, dans l'introduction ou dans la conclusion. Il est né du travail que j'ai lancé à University of South Florida à Tampa, où je suis professeur maintenant. C'est une université qui est très transdisciplinaire, qui est au bord de la mer. Donc vous avez des gens qui travaillent sur les microbiomes des océans, des gens qui travaillent sur les microbiomes des sols, des gens qui travaillent sur les microbiomes humains. Eh bien, nous les avons vraiment mis ensemble. On a créé ce qu'on appelle le USF Microbiomes Institute et on fait vraiment des programmes qui sont interdisciplinaires. Donc c'est ça qu'il faut retenir. On va aller plus dans le détail sur certaines solutions et certaines difficultés, mais je pense qu'on va beaucoup mieux comprendre en intégrant tous ces champs de recherche. Les bactéries ont longtemps été montrées du doigt, oui, comme des ennemis. Donc, vous dites, finalement, toutes les bactéries ne sont pas nos ennemis. Alors, exactement. Et ça, c'est un changement majeur. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Les bactéries... Alors, il faut qu'on soit toujours clair. Il y a des bactéries qui sont dangereuses pour la santé. C'est pour ça que j'ai dit toutes les bactéries ne sont pas nos ennemis. Absolument. Non, mais vous l'avez dit de façon très claire. Il faut vraiment le redire. Il y a des bactéries qui sont dangereuses. Les antibiotiques... sont un progrès majeur et donc toute la question de la résistance aux antibiotiques reste un problème absolument majeur. Mais effectivement, en fait, la majorité des bactéries ne sont pas nos ennemis et les bactéries peuvent être et doivent être nos alliés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les bactéries, elles sont présentes depuis environ 3,5 à 4 milliards d'années. Bien avant nous. Elles ne nous ont pas attendus.
elles sont un modèle incroyable de coopération entre elles, de capacité de résilience, de résister au changement, de s'adapter. Elles ont exploré dans ces 3,5 milliards tellement de solutions pour proliférer, pour subsister. On s'aperçoit maintenant, il y a des études très futuristes, que les bactéries se parlent. Les bactéries se parlent. Allez-y. Elles se parlent comment, les bactéries? Elles se parlent par des petites molécules qu'elles sécrètent, une petite protéine, qui s'échangent des signaux, mais elles communiquent. Elles communiquent entre elles. Elles ont une organisation. Alors, les bactéries, en plus, ont d'une résistance absolument incroyable. On cite avec Emmanuel Roux, qui a collaboré à ce livre, on cite des exemples de bactéries qui sont dans les tréfonds de la Terre, dans des conditions absolument invraisemblables, et qui sont capables de résister. Donc, le point qui est intéressant pour nous, c'est que les bactéries, elles nous offrent des solutions. Si on est capable de les étudier, de comprendre. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on peut soigner le sol avec des bactéries. Alors exactement. Alors là, on arrive effectivement aux solutions. Et alors, on le verra après la pub. Mais c'est un peu le principe. Non, mais c'est exactement ça. On peut soigner le sol et on peut soigner les humains. Et pour comprendre mieux comment soigner les humains avec des bactéries, eh bien, c'est utile de comprendre comment les problèmes se posent d'une façon assez comparable sur comment on peut soigner le sol avec des bactéries. Et c'est pour ça qu'on a mis le titre « Médecine des hommes, médecine des sols ». Parce que c'est ça dont il s'agit. À partir du moment où on a compris que le microbiome de ce qui vient de la Terre, eh bien, c'est nous qui l'ingurgitons, on comprend en fait, finalement. Ouais. Oui, c'est exactement ça. On l'ingurgite, au fond, on l'ingurgite de deux manières. On l'ingurgite directement, parce que maintenant, il est clair que dans certaines nourritures, vous avez encore des bactéries qui sont là et qui vont aller directement dans notre tube digestif et qui seront présentes. Et puis, on l'ingurgite indirectement par le fait que les microbiomes du sol déterminent la qualité des plantes, donc la qualité de notre nutrition, et donc la manière dont on nourrit nos bactéries de notre tube digestif, ce qu'on appelle le microbiome du tube digestif. Et ça, c'est un concept qui est récent. Et on a organisé une conférence l'année dernière internationale avec la Fondation Mérieux et la Fondation Prince Albert II de Monaco. Et on a réuni tous ces experts entre eux. Et c'était extraordinaire, la conversation. Parce que ça faisait parler entre eux des gens qui s'étaient jamais rencontrés, en fait. La révolution des microbiomes, c'est le titre du livre de mon invité Christian Bréchot, Médecine des hommes, médecine des sols, aux éditions Odile Jacob. Ce qu'on connaît moins bien aujourd'hui, c'est peut-être les relations qui existent entre les microbiomes des océans et le microbiome humain. Oui, absolument. C'est-à-dire que on commence à avoir beaucoup de connaissances sur les microbiomes des océans. Il y a à nouveau des milliards de bactéries, mais c'est absolument hallucinant, hein, qui font un travail absolument essentiel pour la santé des océans, en dégradant un certain nombre de choses, en aidant les coraux, par exemple, à proliférer, à survivre, en présentant des aliments pour un certain nombre de poissons, d'animaux marins, etc. Mais donc on en parle dans ce livre et on dit à quel point c'est important, mais c'est vrai que la manière dont le microbiome des océans influence le microbiome humain, on commence plus à le connaître, alors que microbiome des sols, microbiome humain, on a beaucoup plus de connaissances. Mais c'est certainement un sujet qui va continuer à exploser dans le futur. Et derrière tout ça, et je pense qu'on va y venir, c'est pas simplement théorique tout ça. C'est pas simplement de la recherche où on dit ah bah oui c'est bien, c'est intéressant, mais enfin qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des solutions qu'on peut apporter et ce sont des alternatives à une agriculture moderne, actuelle. Et puis ça s'intègre complètement dans la compréhension des effets
des changements climatiques et de notre environnement. Donc c'est complètement les microbiomes, au fond, humains, des sols, des océans. C'est en fond un point commun, un passage qui explique les effets des changements de l'environnement, des changements climatiques, de la pollution globale, de tout ce qu'a apporté l'agriculture moderne sur notre santé. C'est un moyen de comprendre, c'est un chaînon qui nous permet de comprendre et qui aboutit à des solutions. Alors, en 15 ans, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites en tout cas, déjà sur le microbiome intestinal, ouais, et le lien que ça avait sur la santé. Donc au début, ouais, on ne savait pas grand-chose, et puis maintenant, on, ouais, a fait le lien entre pas mal de maladies. Oui, absolument. Aujourd'hui, ouais, et on voit justement quel rôle il joue, ouais, sur la santé. Pourquoi, ouais, est-ce que le microbiome, c'est un élément... Alors vous en distinguez deux importants, le microbiome intestinal et le microbiome oral. Pourquoi, oui, sont-ils importants pour notre santé en général ? Alors, avant de venir au microbiome oral, mais qui est un point très intéressant, au fond, on s'aperçoit que le microbiome humain, disons, commençons par l'intestinal, il joue un rôle fondamental dès les premiers jours de notre vie, dès l'enfance, chez un nouveau-né. Parce qu'en fait, ce sont ces bactéries qui vont nous construire. C'est-à-dire que dans les premières années de vie d'un nouveau-né, eh bien, ce sont ces bactéries qui construisent notre système immunitaire, c'est notre capacité de nous défendre devant des infections, qui construisent notre métabolisme, c'est-à-dire en fait la manière dont on va faire fonctionner l'ensemble de notre corps finalement, comment on va réguler nos sucres, nos graisses. Donc tout ça, c'est fait en très grande partie par ce microbiome. Et alors ensuite, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand il y a une dérégulation des choses, c'est-à-dire que quand ces bactéries, il faut s'imaginer des milliards de bactéries, d'accord ? Et elles répondent, c'est pas du hasard, il y a des équilibres entre des bactéries qui sont à effet positif et des bactéries qui sont à effet négatif. Est-ce que vous expliquez que tout repose sur cet équilibre ? Exactement. Au fond, pour faire simple, il faut comprendre qu'un point clé de toutes nos maladies, c'est l'inflammation. Quand on a une inflammation dans le corps, eh ben, ça favorise aussi bien le cancer que des maladies cardiovasculaires, que des maladies mentales, que des maladies comme l'Alzheimer, etc. Eh bien, dans notre intestin, dans nos milliards de bactéries, eh bien, vous avez un équilibre entre des bactéries qui diminuent notre inflammation et des bactéries qui l'augmentent. Alors, quand tout va bien, on a un bon équilibre et puis tout se passe bien. Et puis, dans certaines situations, il y a un déséquilibre. Et quand il y a un déséquilibre, eh bien, c'est pas forcément le seul facteur, mais c'est un facteur très important pour déclencher malheureusement des maladies comme un diabète, le surpoids, des maladies cardiovasculaires. Ça contribue au cancer, ça contribue, et ça c'est vraiment important, à la résistance au traitement du cancer. Ça contribue à énormément de choses. Sur le microbiome oral. Oui, alors j'ai appris dans votre livre, oui, alors là, est-ce que j'ai mal compris, qu'il y aurait une résistance aux antibiotiques ? Alors, il y a un phénomène. Alors, le microbiome oral, on le découvre, c'est beaucoup plus récent. Et on s'aperçoit effectivement, c'est quand même intéressant, parce qu'intuitivement, on aurait pu se dire, on aurait pu étudier ça tout de suite, mais ça n'a pas été le cas. On s'aperçoit, dans la bouche, à nouveau, il y a des populations de bactéries absolument majeures. À nouveau, il y a des équilibres entre guillemets, des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Et simplement pour des choses de base, comme les caries dentaires et l'état de la bouche, eh bien, ça joue un rôle très important. Mais ça va plus loin. On s'aperçoit maintenant que, à nouveau,
ce microbiome oral va jouer un rôle important pour un certain nombre d'infections qu'on peut avoir, et puis probablement, malheureusement pour certaines personnes, pour des cancers de la bouche ou pour ce genre de choses. Alors, effectivement, il y a des études qu'on cite dans le livre qui ont montré que, vous savez, la résistance aux antibiotiques, c'est un problème majeur. Bien. Alors, pendant très longtemps, on l'a vu comme, si on donne trop d'antibiotiques, pas bien. Et c'est vrai, on génère une résistance. Mais on s'aperçoit qu'en fait, vous avez à nouveau des populations énormes de gènes de résistance aux antibiotiques, si vous voulez, aux antimicrobiens, qu'on trouve dans le tube digestif, mais qu'on trouve également au niveau du microbiome oral. Et des études chez les enfants ont montré à quel point, et ça c'est quand même assez récent, c'est encore en devenir comme étude, mais ont montré à quel point quand on suit séquentiellement ces populations, eh bien, la manière dont vous nourrissez les enfants, l'état de santé au fond de la bouche, tout ça intuitivement, ça, c'est quand même, on peut l'imaginer, eh bien, influe, et ça veut dire au fond, modifie la capacité qu'auront ces enfants, eh bien, d'être sensibles aux antibiotiques. Parce que c'est ça dont il s'agit. Donc, autrement dit, les microbiomes, eh bien, à côté des maladies qu'on a citées, eh bien, leur évolution, leur balance, au niveau de l'intestin, mais aussi au niveau de la bouche, joue un rôle dans la résistance aux antibiotiques. Et alors, d'où ça vient ? Ça vient également du fait que dans le sol, mais vous avez des populations énormes de séquences de résistance aux antibiotiques. Et le problème qu'on a... Et dans l'alimentation aujourd'hui. Exactement. Et donc, on se transmet dans l'alimentation. Et donc, ça pose vraiment la question, si vous voulez, de la qualité de l'alimentation qu'on nous donne. Et si on pose la question de l'alimentation, ça pose la question des sols. C'est-à-dire, on le dit dans le livre, c'est une phrase que Emmanuel Roux aime beaucoup. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on va manger une nourriture saine avec un sol malade ? C'est juste, si on réfléchit un instant, comment ça marche ? Ça ne marche pas, tout simplement. Et on arrive à la manière de traiter le sol actuellement. Et le corps ne fait pas le boulot de rendre tout ça sain. Non, le corps fait beaucoup. On a longtemps cru que finalement, le corps c'était la station d'épuration et que de toute façon, il rendait tout sain. Voilà, il fait beaucoup, il fait ce qu'il peut, mais non, il ne peut pas rendre tout. Il ne peut pas tout faire, non. Comment promouvoir une alimentation qui soit vraiment une alimentation santé ? Ça, c'est un sujet qui revient souvent. Absolument. Alors, d'abord, et c'est un point qui pour nous est vraiment important par rapport, parce que c'est une discussion très, très sensible. Ce livre n'est pas du tout fait pour démolir, si vous voulez, de principe les procédés de l'agriculture de rendement, si vous voulez. Il est fait pour dire... Même s'il y aurait quand même beaucoup à redire là-dessus, mais sur l'augmentation de la productivité, l'usage des engrais, des pesticides. Non, mais on y vient. Non, mais on dit qu'il faut arrêter. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. C'est vraiment important. C'est que pendant 2 siècles, cette agriculture intensive a permis de nourrir la population à un niveau qui a fait que ça intervient largement dans l'augmentation de l'espérance de vie, dans la qualité de notre nutrition. Donc, cette agriculture a apporté énormément. Mais effectivement, ce qu'on dit, c'est qu'actuellement, il faut arrêter. Il faut arrêter. On ne préconise pas... Moi, je n'aime pas personnellement l'écologie punitive, ce genre de choses. Il ne s'agit pas d'aller culpabiliser les gens qui le font, parce que les gens le font parce qu'on ne leur propose pas de solution alternative pour l'instant. Mais il est clair que les engrais, les pesticides, les méthodes de rendement trop importants, les labours profonds dont on parle, tout ce qui est autour de la déforestation, tout ce qui est autour des haies, non seulement
ça détériore les microbiomes des sols, et donc il faut arrêter. Mais en plus, on est arrivé à un palier où on s'aperçoit qu'en fait, on n'arrive plus même si on voulait continuer ces pratiques, ce qu'on ne veut pas, on n'arrive pas à des rendements qui sont réellement satisfaisants. Donc il faut changer. Ça, c'est clair. Il faut changer et il faut revenir à des méthodes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'agriculteurs qui en sont convaincus. Nous, ce qui nous frappe, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience chez beaucoup d'agriculteurs de cette nécessité. Mais il faut les aider. Et c'est là où on arrive à des solutions. Et au fond, ces solutions, on peut les diviser en deux grandes parties. Vous avez premièrement le fait qu'il faut se souvenir d'expériences qui existent déjà, d'expériences qui sont d'ailleurs très anciennes. Il faut avoir un regard sur des pratiques ancestrales. Il faut se souvenir que des tas d'expériences basées sur des circuits courts, sur des expériences locales, ont des impacts très très positifs. Donc on cite par exemple l'agriculture... La Corée, l'agriculture sud-coréenne, parce que c'est un modèle intéressant de quelqu'un qui se pose pas tellement de questions pour savoir comment fonctionnent les microbiomes et tout, mais qui définit des solutions qui marchent sur son terrain, sur des surfaces qui sont pas très importantes, mais avec des rendements qui sont très impressionnants, sans qu'il y ait des engrais, sans qu'il y ait des labours profonds, etc. Et puis, vous avez... alors, il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà, d'ailleurs. Par exemple, le compost, par exemple. C'est une chose extraordinaire, le compost. Et maintenant, la France, d'ailleurs, a pris des initiatives qui sont très bonnes sur le compost, en obligeant un certain nombre de communautés à le faire. Après, comment ça se fait et comment il y a sûrement à travailler là-dessus. Il y a des gens qui découvrent les joies du compost. Voilà. Alors, et il faut que ça passe d'un côté un peu amateur et joie à quelque chose d'un peu plus industriel. Avec mon invité Christian Bréchot ce matin, auteur de La Révolution des microbiomes, médecine des hommes, médecine des sols aux éditions Di Jacob. Mais on l'a vu dans le début de cette émission, il faut d'abord travailler sur les sols. C'est ça qui est important. Et on a demandé à beaucoup d'agriculteurs à un moment donné de se reconvertir dans le bio sans avoir au préalable travaillé sur les sols. Exactement. Je pense que il faut intégrer, on revient à tous ces mots-clés, il faut intégrer les nouvelles pratiques de l'agriculture dans une connaissance qu'on a sur comment avoir des microbiomes, des populations de bactéries des sols qui soient saines. Comment est-ce qu'on peut faire de la nourriture saine sur des sols malades? On revient toujours à ça. Et comment est-ce qu'on peut faire de l'agriculture bio sur un sol malade? Ça ne marche pas. Et c'est ça le sujet qui va vraiment changer nos pratiques et qui va changer notre santé, parce que ça va améliorer notre santé. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'agroécologie ? Alors, c'est un terme, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pourraient, chacun un peu sa définition. Il y a également, en gros, l'agroécologie, l'agriculture régénérative, tout ça revient un petit peu à la même idée. C'est-à-dire que, au lieu de travailler avec un système basé uniquement sur des engrais, sur des intrants, sur des pesticides, en mettant toujours plus, et en fait, en faisant comme ça, on abîme les sols, on abîme les bactéries des sols. Donc, comme on abîme les bactéries des sols, ça favorise l'arrivée des ravageurs, de tout ce qui pollue un sol, finalement, si vous voulez, que ce soit des bactéries nocives, que ce soit des champignons nocifs, etc., etc. Et donc on est dans un cercle vicieux, puisque comme arrivent des espèces qui sont très nocives, mais on remet d'autant plus d'engrais, et ainsi de suite. Donc, au lieu de travailler uniquement avec des engrais, avec des polluants, on peut travailler avec des pratiques sur les sols qui respectent la santé des sols. Et c'est ça l'agroécologie. Alors,
notre livre ne se veut pas un précis d'agriculture et il n'a pas la prétention d'apprendre aux agriculteurs tout. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des systèmes qui respectent également les solutions locales. Ça, c'est un point qui est très important, si vous voulez. Et de plus en plus, on voit se développer des circuits courts. Par exemple, les fermes urbaines. Emmanuel Roux, qui est un co-auteur, a développé une ferme urbaine dans une petite ville qui est près de Tampa, à Saint-Pétersbourg. Eh bien, c'est un bon exemple. Il y a beaucoup de fermes urbaines dans le monde qui se montent. Dans une ferme urbaine, vous avez beaucoup plus la possibilité de travailler le sol de façon, encore une fois, adaptée à sa structure, à faire pousser beaucoup avec des rendements qui sont très bons. Et ensuite, vous pouvez travailler avec les acteurs locaux en allant leur vendre vos produits. Donc, vous pouvez avoir des modèles qui sont économiquement tout à fait viables sans forcément vouloir aller produire des immenses surfaces. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que vous produisez suffisamment pour nourrir la population ? Alors, c'est la grande question. Alors, il faut la diviser en deux. Il y a maintenant des expériences, et on les cite dans le livre, de gens qui produisent sur des quantités énormes. Par exemple, on cite des productions de tomates, mais on pourrait citer d'autres productions avec des rendements qui sont vraiment très bons, contrairement à ce qu'on dit quelquefois. Mais est-ce que du jour au lendemain, on va pouvoir produire suffisamment pour nourrir la planète ? Non, il faut être honnête. Ce sont des choses qui vont prendre du temps. Mais on voit très bien que ces rendements peuvent être constamment améliorés. Alors après, c'est là où on vient à la deuxième partie des solutions. Il y a, si vous voulez, encore une fois, respecter un certain nombre de choses concernant les rotations des cultures, concernant l'absence d'engrais, enfin tout ce qui est autour de l'agroécologie, avec justement des méthodes comme ce qu'on cite l'agriculture sud-coréenne comme méthode naturelle, on cite le biochar, on cite le compost. Quand c'est bien fait, le compost, ça apporte, mais c'est incroyable en termes de rendement. Le biochar apporte également en termes de rendement et vous n'avez pas besoin d'engrais, vous n'avez pas besoin de pesticides. Donc il y a des tas de choses qu'on peut faire. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce qu'on peut faire également, c'est se servir de la connaissance des bactéries et intervenir sur les sols. Et ce qui est intéressant, d'où le terme, je reviens dessus, médecine des hommes, médecine des sols, c'est que les problèmes dont je vais parler sont un peu comparables. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des bactéries ou un cocktail de bactéries que vous avez caractérisé, dont vous savez qu'elles sont bénéfiques, et vous pouvez aller les inoculer dans un sol. Et vous allez c'est comme si vous preniez des probiotiques. Eh ben, c'est exactement ça. Et je vais y venir. C'est exactement ça. C'est parallèle complètement à c'est semblable à ce qu'on fait quand on donne des probiotiques à quelqu'un. Et on voit très très bien que dans certains cas, ça marche. On voit très très bien que les questions quand même sont les mêmes. C'est-à-dire que vous inoculez un tout petit nombre de bactéries dans un sol qui, dans 1 gramme de terre, comme je disais tout à l'heure, contient des milliards de bactéries. Alors, comment ça va se faire ? Comment est-ce que les bactéries qui sont là vont accepter, entre guillemets, les bactéries que vous introduisez ? Et comment ces bactéries vont modifier l'équilibre de telle manière à ce que le résultat final soit une production de plantes de meilleure qualité, d'accord ? C'est ça la question. Eh bien, il a été montré que ça pouvait marcher. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, si vous voulez, mécanistiques, mais il a également été montré que des solutions qui marchent, par exemple, au Texas, vont pas du tout aller marcher quand vous allez le mettre dans un sol en France ou en Asie. Donc, il faut réfléchir à ces approches en fonction de la situation locale. C'est un point fondamental. Mais ce qu'on appelle de plus en plus l'ingénierie des sols, et il faut être honnête, je ne suis pas en train de dire tout ça marche tout de suite, tout ça est simple, pas du tout. Mais il y a toute une voie qui permettra de complémenter ce qu'on vient de dire avant sur une agroécologie et d'aider en fait à ce qu'on arrive à des solutions qui soient des bonnes solutions. Et j'aime beaucoup le parallèle justement que vous avez repris, et moi je suis médecin. C'est exactement ça avec les probiotiques. Les probiotiques, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des bactéries. Des souches de bactéries. Des souches de bactéries.
et qu'on a bien caractérisées, et puis on les met dans un yaourt ou dans je ne sais pas quoi, et on les absorbe. Et alors après, il y a beaucoup d'études sur les probiotiques qui sont mal faites, faut être honnête. Et il y a beaucoup de probiotiques qui enrichissent peut-être les compagnies, mais qui ne font strictement rien. Qui enrichissent les labos. Voilà, mais qui ne font rien. Mais il y en a qui marchent. Et ça pose la même question, comment ça marche ? Vous prenez un nombre de bactéries qui est quand même pas très important, elles arrivent dans le tube digestif, elles se trouvent dans des milliards de bactéries, et il faut que ces milliards de bactéries les accueillent, et parce qu'on a introduit ça, ça modifie le système, et ça fait que cette balance dont on parlait tout à l'heure se rétablit. Quand même assez mystérieux. Alors, en fait, on commence à comprendre mieux, on commence en particulier à comprendre que ça intervient par cette communication de bactéries entre elles dont on parlait. Les bactéries produisent des petites molécules qu'on appelle des métabolites, et ces métabolites, c'est comme des signaux, c'est comme ce sont comme des facteurs de conversation entre vous et moi, et qui permettent de donner des signaux, de comprendre, de modifier des choses. Mais il y a encore beaucoup de choses merveilleuses. Donc la situation entre le probiotique et l'ingénierie du sol, j'allais dire même combat. Alors après, il faut bien voir, pour les probiotiques, dans ce qu'on fait également, on fait ce qu'on appelle des prébiotiques. C'est-à-dire prébiotiques, on introduit une bactérie qui n'est pas vivante ou une substance qui fait cette fois-ci que quand ça va arriver dans le tube digestif, ça va cette fois-ci modifier à nouveau l'équilibre des bactéries, mais la substance qui arrive n'est pas vivante. Elle agit par ces métabolites dont on parlait. Donc, il y a beaucoup de recherches. Et quand vous regardez sur les probiotiques, je voudrais vraiment souligner le point suivant. Chez les enfants, et en particulier chez des enfants en situation de malnutrition, il y a des études qui ont été faites en Afrique, au Bangladesh, qui montrent que clairement, vous avez des probiotiques qui améliorent la nutrition des enfants. Et dans nos pays, il est clair que dans certaines situations, il y a des probiotiques qui peuvent marcher, mais chez l'adulte, et je suis désolé de le dire parce que ça peut décevoir quelquefois, il y a quand même beaucoup de probiotiques, comme on le disait, où on ne voit pas vraiment d'études qui démontrent l'efficacité. Mais la recherche doit continuer, et il y a une recherche énorme là-dessus. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, je voudrais vraiment souligner que la France est très active là-dessus, avec ce que fait l'INRA. Il y a un gros programme national de recherche dirigé par l'INRA et aussi l'INSERM. Quelqu'un comme Joël Doré à l'INRA joue un rôle très important dans ces recherches. Mr. Gut, et ils font des choses. C'est lui qui coordonne le programme Gut. Voilà, de collecte de 100 000 selles de Français. Ce qui va être très intéressant. Et donc, il y a beaucoup de choses bien qui se font là-dessus. C'est une maison que vous connaissez bien. Oui, absolument. Que vous avez dirigée. Absolument. C'est pour ça que vous la connaissez bien. Parlez d'un autre programme dans votre livre, un concept qu'on appelle le réseau alimentaire de la Terre. Oui, alors, c'est-à-dire que au fond, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'agroécologie. C'est pareil, c'est le même principe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il faut c'est mettre en réseau des gens qui réfléchissent de la même manière. Et le réseau alimentaire de la Terre, c'est effectivement la Terre. Et donc, pourquoi ils travaillent ensemble, tous ces gens-là ? C'est parce que la Terre se coordonne finalement avec tellement de choses. Par exemple, pour être précis, regardez par exemple les arbres, avec le système des racines des arbres. C'est absolument hallucinant, qui communiquent entre elles, qui échangent. On prenait un arbre qui était dans une grotte, là, dont la racine était allée dans une grotte, et que l'eau arrivait à s'infiltrer à travers la grotte. Absolument. Le réseau alimentaire de la Terre, c'est tout ce qui nourrit. Il y a une zone, si vous voulez, entre les racines des plantes et des arbres et les microbiomes qu'on appelle la rhizosphère, et c'est une zone d'échange absolument mais extraordinaire. C'est-à-dire que les bactéries
donne des substances à la plante pour qu'elle pousse bien, mais la plante donne des substances aux bactéries qui l'intéressent, c'est assez extraordinaire, pour que ces bactéries prolifèrent et lui donnent ce qu'elles veulent. Ça, c'est quand même assez génial. Bien, vous avez compris, pour votre santé, occupez-vous des sols. Voilà. Et des océans. Christian Bréchot, merci d'avoir été avec nous. Au sortir de l'avion, vous publiez La révolution des microbiomes. Mais c'est vrai, vous arrivez de l'avion. C'est dans l'avion et vous êtes venu ici. Médecine des hommes, médecine des sols, aux éditions Audi Jacob. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.